Tranche de vie, une émission proposée par JF. Chers auditeurs de Tranche de vie, nous partons aujourd'hui à la découverte d'un pays assez peu connu. Il se trouve à l'est de l'Europe, il est coincé entre les pays baltes, la Pologne et la Russie, et il s'appelle la Biélorussie. Je suis avec Irina et Pierre, qui vont nous parler de ce pays qu'ils connaissent bien. Irina pour en être originaire et Pierre pour y avoir vécu. Irina, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la Biélorussie ? Bonjour. Je suis née en Biélorussie, c'est mon pays natal. Ça fait 5 ans que j'habite en France, mais je suis très nostalgique de mon pays parce qu'il est très particulier et il faut y vivre longtemps pour sentir la douceur de la vie. Certainement, il ne reste pas beaucoup de monuments historiques, comme en France, par exemple, de châteaux, mais on apprend à l'école beaucoup de choses et notre pays a une très longue histoire, très, très riche histoire. Malheureusement, il reste très peu de monuments, de preuves, mais il est quand même une histoire très, très riche. Alors, vous avez rapidement évoqué la rareté des monuments historiques et la longue histoire de ce pays. C'est un pays qui a une forte personnalité, mais qui a une histoire très mouvementée et parfois très difficile. Est-ce que vous pouvez rapidement évoquer très vite l'histoire de ce pays ? En fait, la Biélorussie faisait partie du Grand-Duché de Lituanie. Grand-Duché de Lituanie, de Russie et de Jamotie. Donc, ça incluait les terres de la Biélorussie moderne, ensuite les pays baltes, une partie de l'Ukraine, une partie de la Russie. Donc, c'était un grand État. Après, il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu le partage. Ensuite, le Grand-Duché de Lituanie a fait une union avec la Pologne. Donc, c'était un autre État, en fait, composé de 2 grands pays. C'était Rzeczpospolita, la Pologne unie avec le Grand-Duché de Lituanie pour des raisons militaires, pour se protéger de la Russie moderne. À l'époque, c'était la Moscovie. Après, il y a eu le partage de Rzeczpospolita. Les territoires contemporains de la Russie a fait partie de la Russie tsariste. Ensuite, il y a une période de l'Union soviétique où, en fait, la Biélorussie quand même a pu rester ou devenir un État tout à fait à part, mais au sein de l'Union soviétique, la BSSR. Et ensuite, en 1991, oui, la Biélorussie est devenue indépendante, un pays indépendant. Alors, la Biélorussie est devenue vraiment un État indépendant à partir de 1991, au moment de l'éclatement de l'URSS, et elle a subi des vicissitudes très longues et très, très nombreuses dans son histoire, tout en continuant à conserver sa personnalité. C'est un pays qui a sa propre langue, c'est un pays qui a énormément souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, à l'heure actuelle, est un pays développé, on peut le dire, puisqu'il fait partie pour la Banque mondiale des pays qui sont classés dans les pays à revenus moyens, dans la partie basse des pays à revenus moyens, mais c'est un pays développé quand même. Alors, c'est la 57e économie du monde. Rappelons que c'est un pays qui a à peu près 200 000 km², un peu plus de 200 000 km² et à peu près 10 millions d'habitants. Est-ce que vous pouvez, Irina, nous parler de l'économie de ce pays ? Nous dire quelques mots, dire sur quoi repose l'économie de ce pays ? L'économie de notre pays, de mon pays, se base aussi
elle a hérité de l'économie de l'Union soviétique. Donc c'était très difficile de la refaire, de tout refaire et de la changer. C'est-à-dire, dans l'Union soviétique, c'était l'usine d'assemblage de toute l'Union soviétique. C'est-à-dire, toutes les matières premières étaient importées de la Russie, des autres pays de l'Union soviétique, étaient assemblées et transformées en Biélorussie. Donc nous avons les grandes usines d'automobiles, de camions, des tracteurs, des frigidaires, des montres. Et après la fabrication de tout, assemblage de tous ces fabrication de tous ces produits, tout ça c'était vendu dans toute l'Union soviétique. Alors après la chute de l'Union soviétique, le pays était confronté au problème. Voilà, mais quel chemin choisir, parce qu'on n'avait pas toutes ces matières premières. On se retrouvait avec des usines, mais sans matières premières, il fallait tout acheter, il fallait tout refaire. Mais maintenant, en quelque sorte, comme la Biélorussie garde les relations assez proches, les relations économiques assez proches avec la Russie, donc elle a quand même pu garder ses liens économiques, maintenir en vie ces usines. Voilà, et elle vit aussi grâce à ça. Alors, donc il y a une volonté du gouvernement de moderniser l'industrie qui existait, qui continue à produire pour le secteur national, enfin pour le pays, mais qui en même temps se renouvelle et d'une manière très active. Oui. Les relations avec la Russie restent quand même très importantes, puisque je crois qu'il y a une union douanière qui fonctionne depuis 2010. Et j'ai lu que plus d'un tiers des exportations se faisaient vers la Russie et que presque 60% des importations se font depuis la Russie. Est-ce que ceci traduit une volonté gouvernementale de liaison forte avec la Russie, ou bien est-ce qu'au contraire il y a des forces centrifuges qui tirent plutôt la Biélorussie vers l'Union européenne? Faut dire que notre gouvernement, la volonté de notre président, de notre gouvernement, quand même de diversifier un peu les exportations biélorusses, les relations économiques, les relations commerciales, ne pas se concentrer uniquement sur la Russie. C'est vrai que l'article, la partie très importante des exportations, importations reste entre la Russie et Biélorussie, surtout les produits pétroliers. Donc les importations russes, assez souvent les produits pétroliers, pétrochimiques, après qui transitent à travers la Biélorussie. Oui, parce que si j'en crois les statistiques que j'ai consultées, il y a à peu près le cinquième du gaz qui est vendu à l'Union européenne passe par la Biélorussie. Oui. Donc la position géographique de la Russie en fait une espèce de trait d'union entre l'immense Russie et puis l'Union européenne. Est-ce que, malgré tout, alors ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a aussi quand même des clients importants de la Biélorussie dans l'Union européenne. Les Pays-Bas, par exemple, pour les produits agricoles, ou l'Allemagne, sont des clients relativement importants. Est-ce qu'il y a d'autres types de relations avec l'Union européenne, en particulier dans le domaine culturel, par exemple? Quelles sont les relations qu'il peut y avoir avec un pays comme la France? La France reste très présente en Biélorussie, grâce surtout à son influence culturelle, diplomatique et culturelle. Mais je me suis renseignée, j'ai lu et puis mon mari m'a raconté que oui, c'est un peu la particularité de la France, c'est de nouer les relations par le biais de la langue, de la francophonie, de la culture dans beaucoup de pays. Et c'est vrai aussi pour la Biélorussie, la langue française est très 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 populaire. Les étudiants apprennent langue française à l'école, à l'université. Il y a des journées de francophonie. Nous avons un centre franco-biélorusse, je ne me rappelle pas exactement du nom, mais une sorte de bibliothèque, médiathèque avec des livres, des DVD français où les étudiants... Une sorte de centre culturel français, comme on en trouve dans plusieurs pays étrangers. Il y a des projections des films français régulièrement aussi, de nouveaux films. Donc oui, la langue française, la culture française est très présente dans la culture biélorusse. Oui.
Un peu comme, un peu comme ça se passe en Pologne, par exemple, où il y a une influence française qui est restée par le biais de la langue assez active. En ce qui concerne les relations avec l'Ukraine, comment ça se passe? L'Ukraine, relations économiques, politiques, euh, quelque chose, économique et politique. Je pense aux relations économiques, mais je pense naturellement aux relations politiques. Ce qui se passe depuis un an en Ukraine, et comment ça a été ressenti en Biélorussie? Bon, ici, je ne peux parler de la bon, position de notre gouvernement, en fait, de notre président, envers voilà, ce qui concerne ce conflit russo-ukrainien. Il faut dire qu'il est assez apprécié bon, par beaucoup de gens, surtout après cette crise armée. Euh, il essaie de rester neutre, c'est-à-dire de jouer sur les tensions entre l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine et quand même garder beaucoup bon, d'avantages, c'est-à-dire un peu jouer avec toutes ces tensions entre les pays et tirer des avantages euh, comme il peut en fait. Et dans cette situation, la Biélorussie veut rester neutre. On sait que notre président, euh, malgré une certaine pression du président russe, n'a pas voulu reconnaître que la Crimée appartient à la Russie, par exemple. C'est-à-dire, ben, il ne peut pas le faire parce que s'il s'il dit ça, c'est-à-dire que après la Russie peut déclarer que la Biélorussie aussi faisait partie de la Russie. Donc voilà, euh, ben, il joue, ben, on essaie de tirer le maximum d'avantages. On comprend sa position si on considère l'importance des relations économiques avec la Russie, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte de voir la Russie entreprendre une espèce de reconquête de ses marges occidentales, comme on pense qu'elle le fait, qu'elle a tenté de le faire en Ukraine, en commençant par la Crimée? Euh, la Bié- Est-ce que ça paraît pour l'opinion, est-ce que ça paraît un risque, ou est-ce que c'est craint, ou est-ce que c'est désiré? Ce n'est ni craint ni désiré parce que Lukashenko n'a pas intérêt à lâcher la Biélorussie. Il est président là-bas, donc il est chez lui. Il n'a pas l'intérêt de se soumettre à la Russie, c'est-à-dire d'être totalement dépendant de la Russie, ni de la Russie, ni de l'Ukraine, ni de l'Union européenne. Euh, C'est-à-dire, il trouve, voilà, c'est de trouver cet équilibre. Et au début, par exemple, dans ma famille, nous étions très contre Lukashenko parce que, voilà, peut-être ne faisait pas suffisamment attention à la langue biélorusse. Il était plus pro-soviétique, d'après nous, c'est-à-dire il était très tourné vers la Russie, très contre l'Occident. Voilà, mais maintenant, on ne peut pas dire non plus qu'il méprise totalement la langue, c'est-à-dire qu'il l'utilise dans ses objectifs un tout petit peu, c'est-à-dire il y a cette culture quand même des fêtes biélorusses, de langue biélorusse, un peu, il a fait ressortir ce folklore, mais dans la mesure que ça ne nuit pas à son pouvoir, c'est-à-dire il laisse se développer la culture, la langue biélorusse, les traditions biélorusses, l'économie biélorusse, mais dans la mesure que ça ne nuit pas à son pouvoir. Dès que ça commence à nuire, il se sent en danger. Si ça sort un peu trop, si ça en danger par rapport voilà, à l'Union européenne, à des opposants politiques un peu qui sentent qu'ils sont un peu dangereux pour lui. Ou si par exemple il y a des entreprises ou des entrepreneurs qui prennent trop, ils les considèrent un peu trop dangereux, un peu trop puissants, qui gagnent trop d'argent, voilà, elle élimine ça. Mais voilà, elle laisse quand même une certaine marge de manœuvre un peu dans tous les domaines. Donc une volonté d'une espèce de neutralité bienveillante, on ne veut pas fâcher le voisin très puissant, mais en même temps il y a une volonté d'indépendance qui est dans la continuité, dans la ligne de l'histoire de votre pays. Et est-ce que, justement, à ce point de vue-là, le fait que la langue biélorusse est la langue officielle, mais le russe est redevenu langue officielle aussi en Biélorussie,
en 1995, je crois. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est vrai. La langue russe est devenue la deuxième langue officielle. Nous avons deux langues officielles, le russe et le biélorusse. Ma famille qui était très très origine vraiment bon. Dans ma famille on parlait biélorusse, ma grand-mère parlait biélorusse. J'étais originaire de la Biélorussie occidentale qui faisait partie de la Pologne, donc ma grand-mère parlait couramment le polonais. Et elle a souffert aussi du pouvoir soviétique, car sa famille devait être déportée au Goulag, mais à cause de la Deuxième Guerre mondiale, appelée Grande Guerre patriotique, ça ne s'est pas passé, mais quand même après, mon arrière-grand-père, son père a été déporté au Goulag. Bon, notre famille a souffert du pouvoir soviétique. Du coup, euh, euh, on n'aimait pas trop cette approche de Lukashenko. Quand il est arrivé au pouvoir, c'est pas ce candidat qu'on voulait qu'il arrive. Nous voudrions que ce soit quelqu'un plus biélorusse, c'est-à-dire qu'il y ait par exemple que la langue biélorusse officielle, une langue officielle, le biélorusse, qu'il y ait dans des écoles, on n'apprend que le biélorusse comme langue principale. Et donc nous étions un peu déçus. Mais bon, ce leader, Lukashenko, est arrivé au pouvoir, il a considéré qu'il y ait deux langues officielles, parce que c'était pour son électorat. Il cherchait le soutien auprès de la population russe de la Biélorussie, qui est très importante. Et c'est aussi dû à l'histoire du pays, à l'Union soviétique. Il y a beaucoup de familles russes qui ont déménagé vivre en Biélorussie, beaucoup de militaires aussi, familles militaires qui étaient envoyées d'ici vivre un peu en Ukraine, un peu de partout, un peu en Biélorussie, qui sont installés en Biélorussie. Donc, lui, il ne voulait pas choquer ses populations, son électorat. Il a introduit la deuxième langue officielle, le russe, voilà, pour qu'il le soutienne en fait. Et il a le soutien aussi du monde rural, je crois, Lukashenko. Non? Ça, je ne peux pas vous dire. Peut-être, mais là, je ne sais pas trop si... en tout cas, il avait le soutien, au début, le soutien des retraités. C'est sûr que des personnes âgées. Il cherchait aussi du soutien auprès des participants dans la Grande Guerre patriotique, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale, chez des vétérans. Oui, c'était aussi les gens qui le soutenaient. C'est pas facile pour un pays comme la Biélorussie, d'être un pays carrefour, d'être un pays à la croisée, comme ça, des chemins au contact d'influences très importantes. Et on l'a pu le vérifier encore aussi avec le voisinage de l'Ukraine, lorsqu'il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, parce que la Biélorussie a été très affectée par cette catastrophe, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, la Biélorussie était très, très, très affectée. Je ne sais pas si c'est la vérité ou ce sont des mythes et des légendes qui disent que quand Moscou a su que cet accident s'est produit, on dit même, voilà, il y avait des nuages qui allaient vers Moscou, il fallait empêcher que ces nuages radioactifs arrivent vers Moscou, donc ils ont fait en sorte que ces nuages étaient détournés sur la Biélorussie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est sûr que la Biélorussie était très 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 contaminée et ça reste, je sens que ça se sent même aujourd'hui, oui. Mais c'est le sujet tabou, personne ne sait la vérité, où on est, ce qu'on mange, on ne sait pas. On dit que 20% à peu près, un cinquième des terres agricoles de la Biélorussie ont été contaminées par les retombées radioactives. Mais vous savez, en matière de nuages radioactifs au moment de Tchernobyl, on a raconté beaucoup de choses aux gens. En France, par exemple, les nuages se sont arrêtés aussi à la frontière de l'Allemagne et de la France. Maintenant, je voudrais parler un petit peu plus en détail du régime et est-ce qu'on va pouvoir récupérer votre mari, Pierre, qui est en train de s'occuper de votre héritier. D'accord. Pierre arrive, Oui, bien sûr. il va transférer le bébé qui est sage comme une image jusqu'à présent et nous allons continuer cet entretien avec Pierre. Alors Pierre, Irina nous a parlé de l'économie, nous a parlé de l'histoire de son pays
Et maintenant, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots de la manière dont vous êtes entré en contact avec ce pays et que vous nous parliez un petit peu des aspects politiques et géopolitiques de la Biélorussie. Alors moi, je suis arrivé en Biélorussie, c'était en 2004, si je ne me trompe pas, donc c'était il y a 11 ans maintenant. J'étais à Sciences Po à l'époque, je faisais Sciences Po à Lyon, et il y avait un programme de délocalisation de la fin des études à Sciences Po qui proposait d'aller en Biélorussie. Ça a été assez compliqué, parce qu'évidemment à l'époque c'était encore plus fermé que ça peut l'être aujourd'hui. Et donc il a fallu beaucoup batailler, bien que ce soit un programme qui était inscrit dans les possibilités de délocalisation à Sciences Po. Mes professeurs m'ont dit, si tu vas à Minsk, en Biélorussie, on dégage toute responsabilité. Parce que les deux précédentes étudiantes qu'il avait fait étaient revenues, on va dire, quasiment dépressives. Voilà, ça s'était mal passé. Ça s'était extrêmement mal passé pour elle, mais parce qu'elle ne savait pas où elle partait, en fait. L'important est de savoir où on va et voilà, savoir à quoi s'attendre, en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on trouvait pas forcément tout ce qu'on voulait, même en termes de nourriture, dans chaque magasin. C'était très, voilà, j'avais la milice, la police locale au pied de mon immeuble en permanence, mes voisins qui me regardaient bizarrement. J'ai mis un mois avant de trouver un propriétaire qui accepte de me loger, de me louer un appartement. C'est pas que les gens n'aiment pas les étrangers, attention, je n'ai pas dit ça, c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude à l'époque. L'habitude, c'est un pays complètement fermé, qui n'a jamais vu quasiment d'étrangers venir chez eux. Donc les gens sont méfiants automatiquement. Voilà, c'était pas particulièrement. En dehors du voisinage immédiat, historiquement immédiat, il y a une espèce de méfiance vis-à-vis de tout ce qui vient de l'extérieur. C'est surtout que les gens, c'est pas une méfiance par rapport à eux-mêmes, c'est une méfiance que s'il y a un étranger à côté de chez eux, ils peuvent eux avoir des problèmes parce qu'ils sont proches d'un étranger. C'est tout à fait le pouvoir soviétique, quoi. C'est la suite du pouvoir. Un héritage de la pression soviétique. Alors, vous avez continué vos études là-bas normalement. Vous parlez le russe, vous parlez le biélorusse. Alors en biélorusse, je sais dire 3 mots, parce que là-bas, effectivement, à l'époque, surtout à l'époque, quand on parlait biélorusse, vous parliez biélorusse dans un tramway, par exemple, tout le monde se retournait. C'était un acte déjà militant, politique, de parler biélorusse. Donc moi, je connais 3 mots en biélorusse, enfin 3 phrases, on va dire, mais je parle le russe, ouais, absolument. Donc le russe, ça, il n'y a pas... En tout cas, je le parle, je le comprends surtout couramment, oui, puisque c'est une langue qu'on parle à la maison, évidemment, au quotidien. Et votre petit garçon va donc devenir bilingue tout naturellement. Oui. Peut-être trilingue si sa maman lui parle biélorusse. Ben, je lui souhaite. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du régime du président Loukachenko qui est au pouvoir depuis 1994, qui vient d'être réélu triomphalement avec un pourcentage de participation étonnant pour les démocraties occidentales? Est-ce que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on raconte est vrai et comment pensez-vous que ça puisse être nuancé? Alors, justement, là c'est un peu mon combat, j'avoue, c'est mon combat en France, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent sur dépêche, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une dépêche de l'AFP et qui la copient. Il est toujours dit que c'est la dernière dictature d'Europe. Moi je suis pas d'accord, c'est un pouvoir autoritaire, fort, qui sans doute triche aux élections, je ne vais pas dire l'inverse, hein. Quand on est élu avec 83%, ça paraît trop beau pour être vrai. Cela dit, pour avoir vécu là-bas et avoir parlé avec beaucoup de gens là-bas, les gens, ils soutiennent en majorité, on va dire, en majorité le pouvoir. C'est-à-dire que s'ils ne trichaient pas, ils seraient sans doute peut-être mis en ballottage, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura un deuxième tour, mais au final, ils gagneraient. Et je pense ce sont mes estimations, ça n'a rien de scientifique, hein, mais c'est ce que je ressens, je pense qu'il gagnera avec 60-65% des voix. Voilà, ce président. Vous pensez que c'est un autoritarisme de type paternaliste? Oui. D'ailleurs, moi j'ai eu la curiosité de regarder le CIA Factbooks sur la Biélorussie, et ça n'est pas présenté comme une dictature, mais comme un régime parlementaire autoritaire. Voilà, et moi je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous vivez au Bélarus, pour être concret, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est faire par exemple de la politique. Alors, effectivement, si on veut vivre dans une démocratie absolue, et ça pose un problème de notre point de vue d'occidental, vous ne pouvez pas vous engager, vous ne pouvez pas militer dans un parti, c'est pas possible ou très dangereux en tout cas. Si vous le faites, c'est dangereux. En revanche, pour la vie
quotidienne, si vous allez au travail, que vous avez une entreprise, que vous avez des loisirs, ça, au contraire, c'est exactement comme chez nous. Vous pouvez faire absolument tout comme chez nous. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, maintenant, tous les magasins sont bien achalandés. Il y a absolument tout. On trouve tout. Si vous avez de l'argent, comme partout dans le monde, vous pouvez tout faire. Et donc, la vie est même, à la limite, en termes de qualité de vie, bien supérieure à la nôtre, parce que les prix sont plus bas. Vous allez à l'opéra pour 2 euros, vous allez partout, dans tous les concerts pour très peu d'argent. Vous avez Minsk est une ville en plus, et c'est pareil dans toutes les villes du Bélarus qui sont construites à la campagne, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous avez des immenses parcs qui sont quasiment des forêts en ville. Enfin, il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle après. Donc voilà, vous pouvez simplement pas aller militer, crier dans la rue que vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai. Mais à part ça, vous vivez tout à fait normalement. Est-ce que, Pierre, vous pouvez nous dire quelques mots? Est-ce que vous connaissez un petit peu le nouveau prix Nobel de littérature? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Moi, je suis un petit peu perplexe en lisant sa biographie. C'est la première russophone à avoir le prix Nobel de littérature. Elle n'est pas née en Biélorussie. Elle est soutenue par le Pen Club et par la Fondation Soros. Tout ça, c'est un petit peu inquiétant, non? Elle n'a pas été félicitée par le pouvoir en place, par exemple, lorsqu'elle a obtenu son prix Nobel. Svetlana Alexievitch, c'est vrai qu'elle est pas née elle est née en Ukraine, si je ne me trompe pas. Svetlana Alexievitch, elle a fait ses études de journalisme en Biélorussie, par contre. Donc, elle a l'âme biélorusse, mais c'est vrai qu'elle n'est pas 100%. Après, on peut discuter et tout ça. En revanche, sur son œuvre, alors je suis en train de lire son dernier livre sur l'homme rouge. C'est toute son œuvre est basée sur décrire des histoires de vie. Et il y en a. J'ai fait mon mémoire là-dessus aussi, donc de fin d'études là-dessus. Donc, suite à l'Union soviétique, suite à la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, toute son œuvre, c'est recueillir des témoignages qui ensuite vont être pas simplement retranscrits en tant que témoignages journalistiques, mais presque rendus littéraires, ces témoignages, et compilés dans des livres. Elle a fait ça pour Tchernobyl, pour les liquidateurs. Elle a fait ça pour des simples gens, dans des cuisines, parce qu'à l'époque soviétique, on parlait beaucoup dans sa cuisine, c'était comme ça. C'était le lieu où on pouvait contester le pouvoir, où on se disait qu'il n'y a pas de micro qui nous écoute. Et donc c'est ça qu'elle raconte, des tranches de vie de gens qui ont tout perdu à la chute de l'Union soviétique, qui se sont retrouvés plus rien alors qu'ils avaient un statut avant. Et c'est assez puissant quand même, ce qu'elle raconte. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est puissant quand on a vécu là-bas et qu'on connaît ça. Je pense que quand on n'a jamais mis les pieds en Russie et au Bélarus, on ne peut pas le ressentir et ça tombe à plat. Et je pense que c'est ça toute la limite de son œuvre. Et je pense que c'est ça qui devrait faire douter les gens. Pourquoi elle a eu le Nobel ou pas? Est-ce qu'elle le méritait ou pas? C'est là qu'on peut se poser des questions, en fait. En tout cas, le fil conducteur de ce travail, qui est un travail de témoignage, c'est quand même la souffrance. Et qui est un thème commun aussi à toute cette partie du monde, à la Biélorussie, à la Russie, à tous ces pays qui ont, et surtout ceux qui sont comme ça à la marge de deux mondes et qui ont eu une histoire extrêmement mouvementée. Pierre, je vous remercie, je remercie beaucoup Irina pour votre témoignage et je vous souhaite bonne chance en France puisque vous y êtes revenu. Merci. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.